Entourée de remparts, la vieille ville de Boulogne-sur-Mer est située à l'emplacement de l'ancien castrum romain. Cette partie de la ville incite à la flânerie sur ses remparts aménagés pour la promenade ou à l'abri de ses fortifications parmi les rues et les monuments. Dans le jardin, entre le boulevard Auguste-Mariette et les remparts, se dresse une pyramide surmontée d'une statue. Ce monument est dédié à Mariette, l'égyptologue, que la statue représente en costume égyptien. Pendant 30 ans, Auguste Mariette sillonna l'Égypte et y organisa des fouilles archéologiques. Il créa le musée de Boulaq, ancêtre de l'actuel musée égyptien du Caire, et institua le service des antiquités de l'Égypte. On pénètre dans la vieille ville par la porte des Dunes qui s'ouvre à l'ouest sur la place de la Résistance, autour de laquelle se dresse la bibliothèque installée dans l'ancien couvent des Annonciades, le palais de justice qui date de 1852 et le beffroi gothique qui date du XIIIe siècle. La place de la Résistance donne sur la place Godefroy de Bouillon, située à la croisée des 4 rues principales. Elle doit son nom au chef de la première croisade qui appartenait à la maison de Boulogne. Siège du pèlerinage de la Vierge, la basilique Notre-Dame, construite de 1827 à 1866 sur l'emplacement de la cathédrale détruite après la Révolution, a conservé sa crypte romane. À l'intérieur, une puissante colonnade corinthienne soutient l'édifice. Derrière le chœur, on peut admirer la superbe envolée de la coupole avec sa ronde de grandes statues. Dans la chapelle centrale de la rotonde se trouve la statuette en bois de Notre-Dame de Boulogne, couronnée de gemmes, et qui est portée en procession chaque année.
Sous la basilique se déploie un véritable labyrinthe de souterrains reliant 14 salles. L'une d'elles abrite le trésor qui présente des statues et des objets cultuels provenant de diverses églises de la région. On y remarque notamment la relique du Saint-Sang offerte par Philippe le Bel à Notre-Dame de Boulogne. Après avoir traversé plusieurs salles, dont la salle Saint-Luc, ornée de grisailles du XIXe siècle, puis celle contenant les vestiges d'un temple romain du IIIe siècle, on parvient à la remarquable crypte aux piliers peints du XIe siècle, découverte au moment de la construction de la basilique. Jadis résidence des comtes de Boulogne, le château polygonal, d'aspect puissant, est le premier en France et en Europe occidentale à avoir abandonné le donjon traditionnel. Flanqué de tours rondes, il protégeait la partie la plus vulnérable des remparts vers le plateau. De ce côté, un bastion dit en pas de cheval lui fut adjoint au XVIe siècle. Il est isolé des remparts par un fossé qu'un pont-levis enjambait autrefois. Réparti sur 4 niveaux, le circuit du musée permet de découvrir la diversité des collections tout en admirant les dispositions intérieures du château. Salle comtale, tours,
chapelle et salle de garde. Édifié au début du XIIIe siècle par le comte de Boulogne, Philippe le Hérissé, fils de Philippe Auguste, sur les bases de la muraille gallo-romaine, les remparts ont été consolidés au XVIe et XVIIe siècle. Ils dessinent un rectangle de 328 mètres sur 410. Renforcés à l'est par le château, les remparts sont percés par 4 portes flanquées de 2 tours. Les portes Gaillol, des Dunes, de Calais et celle des Degrés, ouvertes seulement aux piétons. Le chemin de ronde, accessible par chaque porte, offre de belles perspectives sur la ville. Au coin ouest des fortifications, la tour Gaillette, une ancienne geôle, fut le témoin en 1785 de l'envol en ballon de Pilâtre de Rosiers et Romains qui tentaient la traversée de la Manche et allèrent malheureusement s'écraser au sol près de Wimille. En bordure de la plage, face à la gare maritime, Nausicaa est le plus grand complexe d'Europe consacré à la connaissance de la mer et a pour but d'en faire découvrir la faune dans les eaux chaudes et froides, sa gestion rationnelle et les métiers qui y sont liés. Il sensibilise le public aux problèmes de la pollution et de l'exploitation excessive qui menacent cette immense réserve commune.
Dès l'entrée, le visiteur pénètre dans le monde du plancton. Il se retrouve nez à nez avec de jolies méduses évoluant dans un énorme bassin cylindrique. Celles-ci sont un exemple d'organismes planctoniques et par là même à l'origine de la chaîne de vie dans les océans. Après des explications sur leur cycle de reproduction, le visiteur part à la rencontre des espèces des mers tropicales et méditerranéennes pour faire connaissance avec leurs habitudes de vie. Mimétisme, vie en banc, territorialité. Sur le chemin de la découverte, des bornes interactives renseignent sur l'essence chez les poissons et une immersion rapide à moins de 3000 mètres révèle la faune vivant dans les abysses près des sources chaudes. Une plongée en apnée emmène ensuite le visiteur dans l'espace diamant des thons. Cet étrange aquarium en forme de pyramide inversée où nage un banc de cérioles donne l'illusion d'être comme les poissons sous la surface de l'eau pris dans les mailles du filet.
En remontant vers l'aquarium des poissons plats, on découvre successivement les poissons et les invertébrés du littoral boulonnais dans le contexte des marées, les murènes se nichant dans les épaves où elles élisent domicile, et enfin les écosystèmes de Méditerranée et de mer du Nord, là où les espèces sont peu variées mais abondantes en quantité. The clear jewel at the center changes everything. There are no limits to my loving now. I've heard it said there's a window that opens from one mind to another. But if there's no wall, there's no need for a window or a lock. If there's no wall, there's no need for a window. Sous une coupole céleste de 25 mètres de diamètre, au milieu de laquelle est suspendue la planète bleue, le visiteur découvre toutes les exploitations des ressources des océans. Il se rend compte que le littoral est aujourd'hui envahi par les villes, les ports,
et apprend à connaître les divers moyens de navigation et les codes maritimes. Tel un véritable estivant, le visiteur arrive sur la plage d'une île paradisiaque baignée par les eaux turquoises d'un lagon. Sur le ponton, il observe d'un côté un lagon qui laisse deviner à la surface de nombreux poissons aux formes et aux couleurs variées, et de l'autre côté, la pleine mer où évoluent des bancs de poissons pélagiques et des requins. Pour pouvoir admirer du dessous tous ces poissons tels qu'il le ferait en plongée, le visiteur emprunte un escalier s'ouvrant sur une immense baie vitrée. En se retournant, il découvre un paysage étonnant fait de coraux, dans lesquels s'ébattent d'un côté des requins et de l'autre côté une multitude de poissons tropicaux.
En quittant cet espace, on se dirige alors vers l'observatoire sous-marin pour un face-à-face avec des lions de mer de Californie qui n'ont de cesse de plonger, de glisser pour remonter et disparaître à la surface de l'eau, battue par les vagues. On remonte ensuite vers l'observatoire aérien où on se trouve dans un décor californien de falaises et de maisons en bois. Les lions de mer sont étalés de tout leur long sur les rochers. Dans le bassin tactile, morues, lieux jaunes, roussettes et autres turbots évoluent en toute liberté. Les enfants peuvent y caresser les raies câlines
venant chercher leurs mains. There are no limits to my loving now. I've heard it said there's a window that opens from one mind to another. But if there's no wall, there's no need for a window or a lock. If there's no wall, there's no need for a window. Après la visite d'une ferme marine, l'extraordinaire voyage s'achève par un bassin panoramique où évoluent des animaux exotiques. Ah, c'est pas évident, hein, ça se comprend. Allez, vas-y. Tournez tout court pour faire votre château aussi bien une voiture. Regardez. Une de chevaux en pleine action. On peut les applaudir, messieurs dames, aussi bien. Applaudissez, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui ont participé là pour l'instant à ce défilé d'attelage. Merci, merci, merci beaucoup.
présenter en scène. Je ne sais pas ce qu'il va vous présenter maintenant. C'est lui qui, tout à l'heure, ou peut-être maintenant, je ne sais pas, va vous faire une démonstration de dressage avec les étalons qui vont se promener, ici sur le terrain. Voilà, monsieur le président qui arrive avec nos étalons. On va pas compter des heures, parce qu'il y a des étalons, il faut des heures et des heures et des travail. Regardez comme c'est magnifique, le premier, le deuxième, sans problème, ça se suit. Ça marche sur la parole. C'est vraiment un petit livre de travail que vous faites. Et les propriétaires d'ailleurs savent très bien que des étalons, ça ne se manie pas. Là, ça se manie très bien, mais ça ne se manie pas comme ça. Applaudissez s'il vous plaît. Monsieur le Président, question de lire avec des ronds. Et des ronds, c'est le maniement sans question. C'est celui qui est devant. C'est celui qui est devant. Les noms sont marqués donc sur les chevaux, le petit encadre. Donc nous avons des ronds en avant, des ronds juste derrière. Regardez, Ragno, Marie-Hélène, il reste toujours dans la salle. Vous avez pratiquement deux ronds qui démarrent. Vous voyez juste un cheval. Ça fait une masse. Vous le sentez quand ça passe à la télé, pas encore, messieurs, dames. Le meneur est très très bien. Vous pouvez constater. Vous voyez la fierté du cheval. Regardez. Le premier, regardez un peu la fierté comment ce meneur le met. Regardez. Regardez l'équipe, le ministre, il fait ce qu'il veut avec ça. Et moi, je veux aller au ministre de meneur. Applaudissez s'il vous plaît. Je vais arriver à les tourner. Il a cherché ton caron. Et vous avez remarqué sans violence. En quittant la ville, on aperçoit la colonne de la Grande Armée, élevée en commémoration du camp de Boulogne par l'architecte Éloi Labart. Elle fut commencée en 1804, mais achevée sous Louis-Philippe. À Montreuil-sur-Mer, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, réédifiée en 1874 par un disciple de Viollet-le-Duc, a conservé un portail de style flamboyant du XVe siècle. L'église Saint-Saulve est une ancienne abbatiale bénédictine qui remonte au XIe siècle. La face nord-est du clocher-porche date en effet de cette époque. L'église fut cependant remaniée au XIIIe siècle, puis au XVIe, à la suite d'un incendie qui avait provoqué l'effondrement des voûtes.
Montreuil, qui fut jadis sur mer, occupe un site attachant sur le bord du plateau qui domine le Val de Cange. Cette tranquille sous-préfecture, au charme un peu nostalgique, conserve ses vieilles rues bordées de maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, sa citadelle et ses remparts ombragés commandant de vastes horizons. La citadelle de Montreuil a été construite dans la seconde moitié du XVIe siècle et entièrement remaniée au siècle suivant par Érard puis par Vauban. Cependant, elle renferme des éléments de l'ancien château des XIe et XIIIe siècles. Côté ville, une demi-lune est due à Vauban et protège l'entrée du château. Dès l'entrée franchie, on aperçoit les deux tours rondes du XIIIe siècle qui flanquaient l'entrée du château royal. La tour de la reine Berthe servit de porte de ville jusqu'en 1594. Elle est incluse dans un bastion du XVIe siècle et abrite les blasons des seigneurs tués à Azincourt en 1415. Depuis le haut du chemin de ronde, on découvre des vues séduisantes sur la vallée de la Canche. Les profondes casemates furent édifiées en 1840 dans un bel appareillage de briques.
L'enceinte bastonnée, en briques roses et pierres blanches, date dans sa majeure partie des XVIe et XVIIe siècles. Cependant, sur le front ouest, des éléments de la muraille du XIIIe siècle ont survécu. Du chemin de ronde se découvre une belle perspective sur la courtine avec son enfilade de tours du XIIIe siècle, incorporée dans l'enceinte du XVIe, tandis que s'offrent des vues d'un côté sur les toits de Montreuil et de l'autre sur la vallée de la Canche et le plateau du pays de Montreuil. Si l'on dispose de temps supplémentaire, on peut effectuer le tour complet des remparts par un sentier ombragé offrant de belles vues plongeantes sur la campagne environnante. La rue du Clap-en-Bas est une charmante rue pavée, bordée de maisons basses chaulées, aux toits de tuiles moussues, typiques de la vallée de la Canche, où sont installés en saison de nombreux artisans. Le cap Grinet présente, face aux côtes anglaises, distantes de moins de 30 km, une falaise aux pentes douces, haute de 45 mètres. Son phare, reconstruit après la guerre, se dresse à l'extrémité d'une presqu'île rase, exposée au vent et parsemée d'un chaos de blocos allemands démolis. Une base souterraine abrite les installations du Centre régional d'opérations de secours et de sauvetage en mer, organisme chargé de la surveillance de cette mer où le trafic maritime est le plus dense du monde. Dressant au-dessus des flots la masse verticale de ces falaises de craie, haute de 134 mètres, le cap Blanc-Nez
offre une vue étendue sur les falaises anglaises et la côte de Calais au Cap Griné. Saint-Omer, ville aristocratique religieuse et bourgeoise, a gardé en grande partie son visage d'autrefois, caractérisé par un ensemble de rues paisibles que bordent des hôtels à pilastres et des demeures à baies sculptées des XVIIe et XVIIIe siècles. À côté de l'hôtel Sandelin, édifié en 1777 par la vicomtesse de Fruges, l'église Saint-Denis, restaurée au XVIIIe siècle, conserve une altière tour du XIIIe. L'ancienne chapelle des Jésuites se caractérise par la monumentale façade de briques à parements de pierre blanche, haute de 5 étages et décorée de sculptures, qui demeure l'ornement principal de l'édifice. Aujourd'hui chapelle du lycée, elle constitue un exemple du style jésuite à ses débuts. Des réminiscences gothiques s'y manifestent dans le dessin des baies et le plan à déambulatoire. Achevée en 1629, la chapelle fut conçue par un jésuite de Mons, du Bloc. Elle frappe par sa hauteur, l'alignement des volutes de part et d'autre de la nef, les étroites tours carrées qui encadrent le chœur, suivant la tradition tournaisienne. Au sein d'un quartier paisible qui fut jadis le cloître Notre-Dame des Chanoines, la cathédrale Notre-Dame, le plus bel édifice religieux de l'Artois et de la Flandre, étonne par la majesté et l'ampleur de ses formes. L'important portail sud est orné au tympan d'un jugement dernier où les élus sont peu nombreux. Parmi les œuvres d'art, on remarquera principalement le cénotaphe de Saint-Omer qui date du XIIIe siècle. Dans le bas-côté droit, on remarquera également une descente de croix de Rubens. L'intérieur de la cathédrale comprend une nef à 3 étages flanquée de bas-côtés, un transept à collatéraux, un chœur à déambulatoire et des chapelles rayonnantes.